pour la Sainte Russie. Chers amis, nous nous retrouvons donc pour la seconde partie de ce libre journal de la Résistance française de Radio Courtoisie. Donc je reçois maintenant Gérald Pichon, qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle, ça va être une parfaite transition avec l'ouvrage sur l'effroyable imposture du rap, qui s'appelle Salle Blanc, chronique d'une haine qui n'existe pas. Et je recevrai en gros à partir de 20h15, 20h20, 25, je recevrai Laurent Glosy, qui vient de sortir la première biographie française de Karl Lueger, le maire rebelle de la Vienne impériale, qui est un ouvrage historique, mais qui est un ouvrage d'actualité, parce que qui parle de sujets certes anciens, mais qui ont toujours un rapport très étroit avec l'actualité d'aujourd'hui. Alors, Gérald Pichon, vous venez de sortir, donc, enfin, vous sortez d'ailleurs, je crois, c'est votre première émission ? Deuxième émission. Je suis passé au mois de décembre sur Radio Courtoisie. Voilà. Oui, mais le livre n'était pas sorti. Il n'était pas sorti encore. Voilà. Donc, vous venez de sortir un ouvrage qui s'intitule Salle Blanc, chronique d'une haine qui n'existe pas. Et je veux dire qu'on a l'impression que c'est un sujet qui est dans l'air du temps. Ouais, c'est un sujet parce que il y a, je crois qu'il y avait Hervé Ryssen qui avait sorti il y a 2 ou 3 ans un ouvrage qui s'appelait le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc. Il y a Laurent Oberton qui devait venir d'ailleurs aujourd'hui puis qui finalement a été empêché, qui est dans vraiment les meilleures ventes, voire la meilleure vente par internet sur Amazon pour son livre sur l'insécurité qui s'appelle La France Orange Mécanique. Et on a vu la déclaration un peu surprenante du président de la LICRA, monsieur Alain Jakubowicz, qui a expliqué que le prochain congrès de la LICRA allait se préoccuper des différentes formes de racisme qui se développaient en France, et notamment pour la première fois du racisme anti-blanc qui était... et ils ont dit effectivement nous nous sommes trompés, nous n'en avions jamais parlé, mais c'est un phénomène qui se développe aujourd'hui. Je voudrais préciser que Gilles-William Côte-Lavel avait consacré un ouvrage aussi à la question, il y a quelques années. Oui, voilà. oui, mais donc, peut-être, je me souviens plus du titre, je vous avoue, mais effectivement, enfin, c'est un sujet quand même qui est en train d'apparaître. On pourrait dire que, on va pas reprendre des termes trop techniques, mais il y a une problématique et sans doute une réalité. Ouais, c'est plus qu'une chose, ouais. Voilà. Et donc, non, mais à la différence, on pourrait dire, de ce que dit Le Monde, de ce que dit Mediapart, il faut beaucoup de temps pour que des évidences finissent par apparaître comme des questions sur lesquelles on peut s'interroger pour les grands médias, souvent. Hein. Bon. Et donc vous signez Salle Blanc, chronique d'une haine qui n'existe pas. Alors, avant qu'on commence, je dis que pour les personnes, parce que c'est un ouvrage qui évidemment va pas être en vente dans les grandes librairies ou à la Fnac, mais aussi bien Salle Blanc de Gérard Pichon, chronique d'une haine qui n'existe pas, et Karl Lueger, le maire rebelle de la Vienne impériale, les 2 auteurs viendront signer samedi 9 mars à Librifactac et 4 rue de Clichy, donc samedi prochain de 14h30 à 18h, et donc vous pourrez rencontrer ces auteurs, et donc Gérald Pichon. Alors voilà, comment ça vous l'expliquez ? Alors je dirais, bon d'abord il y a une préface de Pierre Sautarel. Oui. Alors... c'est la première préface, je crois, que Pierre Sautarel accorde. Alors, Pierre Sautarel, c'est quand même une personnalité de la réacosphère, oui. dire, quoi. Parce que c'est un des principaux animateurs, voire l'âme du site F de Souche, quoi. Voilà, qui est un site qui, depuis des années, s'intéresse effectivement à l'insécurité et en fait, à la haine anti-blanche, quoi. Voilà. Donc il apparaît parce que personne ne le connaît, ce personnage. Et donc il a fait quelques vidéos. De vous faire une préface. Oui. Hein. Non, mais ce qui est un personnage discret. Oui. Celui même qu'il est très poursuivi par la justice et la police. Donc, ça montre aussi l'importance du sujet. De sa place. Voilà. Ça montre l'importance du sujet aussi pour lui, parce qu'il explique dans la préface qu'il a été aussi, qu'il a vécu aussi cette haine anti-blanche. Voilà. Alors en fait, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Et alors, comment ça vous est venu donc l'idée de cet ouvrage ? L'idée de l'ouvrage, c'est que j'ai grandi en cité, comme la personne précédente, et donc dans ces quartiers d'immigration. J'ai été victime aussi de cette haine anti-blanche au quotidien. J'en ai subi les foudres.
Et je me suis posé plusieurs questions. Et la première question, c'était de savoir pourquoi les Blancs sont-ils traités différemment au niveau des médias, de la justice et de la police par rapport à leur couleur de leur peau lorsqu'ils étaient victimes d'une haine raciale. Pourquoi il y avait un tel tabou autour de cette haine ? Et la troisième question, c'était de savoir pourquoi les victimes de tels actes ne se révoltaient pas, ne se rebellaient pas. Et toute cette réflexion s'est amenée à écrire ce livre, puisque j'ai amassé beaucoup de documents, de rapports, d'articles de journaux dessus. Et je me suis dit, c'était peut-être temps de faire un livre, parce qu'on voit poindre du nez, vous avez parlé de la LICRA, je pourrais parler aussi de Jean-François Cropé, je vois poindre du nez l'envie de reprendre cette thématique de la haine anti-blanche, et moi je voulais justement redonner la parole à ces petits blancs qui en sont victimes, et montrer cette réalité, parce que c'est la chose que je démontre dans mon livre, c'est que les blancs, ce sont les principales victimes de la haine raciale en France. Oui, c'est ça, c'est tout à fait, ça va complètement à l'encontre du discours officiel. Oui. Hein. D'ailleurs, pendant très longtemps, cette idée a été niée. On le voit bien avec quelqu'un qui l'avait assez bien perçu, c'était Bernard Anthony, Romain Marie, qui avait fondé la Griffe, et qui est, depuis des années, pratiquement, 99% des cas, systématiquement débouté, parce que dans les tribunaux, les juges expliquent qu'en fait, le racisme anti-blanc ne peut pas exister lui-même par nature, puisqu'en fait, il y aurait que les blancs qui pourraient être soient racistes. Oui. C'est ça, en fait. Ouais, c'est ça l'idée, c'est que, comme l'explique justement Alain Jakubowicz, c'est que les associations antiracistes avaient comme paradigme que le blanc était forcément raciste. Non, le raciste était forcément blanc, catholique et de droite. Et ils ne pouvaient pas concevoir le fait que le racisme, c'est pas le bon terme, parce que je préfère la haine raciale pouvait venir d'autres communautés que les blancs. Et donc on a essayé pendant 30 ans, et moi c'est plutôt l'idée de mon livre, c'est que pendant 30 ans, on va dire en gros du regroupement familial jusqu'aux émeutes lycéennes. C'était en 1976. Ouais, jusqu'aux émeutes lycéennes en 2006. On a tout fait pour camoufler cette réalité des choses. Et j'ai découvert dans ce livre, parce que c'était un peu l'idée de mon livre, c'était d'ouvrir les yeux à la population, puis aussi d'ouvrir les yeux à la classe politique. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'ils sont pertinemment au courant de cette réalité, qu'ils ont tout fait pour la camoufler. Ils ont tout fait pour la camoufler. J'ai découvert, par exemple, qu'en 2005, Dominique de Villepin a reçu un rapport des renseignements généraux lui expliquant, le titre était assez explicite, le racisme anti-blanc, une haine au quotidien. Alain Juppé en parle à la fin des années 90. Il y a toutes sortes de documents dans votre ouvrage. Ouais. Hein. Et il y a un phénomène tout à fait récent, là, qui est des rapports justement qui mettaient en cause... c'est un peu plus général, mais qui mettait en cause, qui fournissait des statistiques assez précises sur la délinquance étrangère par nationalité, voire par ethnie, qui est pourtant un rapport tout à fait officiel, en fait, a disparu d'Internet. Oui. Il n'est plus, alors que c'est un rapport administratif. Mais sur son je crois qu'il faut aller sur le site de Novopress pour le trouver, parce qu'ils ont réussi à le retrouver, à le conserver, à le mettre en ligne. Et ce rapport, comment vous expliquez cette espèce d'ethnomasochisme ? Cet ethnomasochisme, pour moi, elle est simple. La thèse de mon livre, c'est que, on va faire une généralité, c'est que les peuples européens ne sont pas en train de se suicider, c'est qu'on est en train de les empoisonner. Et cet ethnomasochisme, ça vient d'un poison qu'on nous inocule dès nos plus jeunes âges par les médias et l'éducation nationale. C'est ce que j'appelle le poison de la mauvaise conscience occidentale. Et ce poison de la mauvaise conscience occidentale nous empêche justement de voir cette réalité des choses. Ça nous empêche les victimes, ça les empêche de voir qu'ils sont victimes de racisme. Ça les empêche de voir qu'aussi il y a un vrai problème racial en France. J'appelle ça le retour du boomerang ethnique, le retour du boomerang racial. Et cet ethnomasochisme aussi, il est entretenu par nos élites qui apprennent justement aux Français de souche, aux Européens, aux petits blancs, à se détester. Et c'est peut-être le thème de l'interlocuteur précédent, c'est que on apprend aussi aux populations extra-européennes à détester la France et les Français de souche.
Alors c'est un phénomène. Alors est-ce que vous pensez que c'est un phénomène spécifiquement français? Non, c'est pas un phénomène spécifiquement français, puisqu'on le retrouve partout en Europe, que ce soit en Grande-Bretagne, en Hollande, en Allemagne, partout en Europe on retrouve ce même phénomène, même en Suède, dans les pays scandinaves, c'est-à-dire une véritable détestation de soi de la part des populations européennes qui sont victimes d'une véritable haine raciale. Je crois que je cite les statistiques des viols raciaux en Suède, je crois que c'est 85% qui sont commis par des populations extra-européennes. Oui, des choses similaires en Norvège aussi, j'avais vu ça. Oui. Alors, alors excusez-moi, non, mais c'est juste un mot de ce que... Alors, justement, Pierre Sautarel cite un petit passage, bon, il y en a d'autres qu'on pourrait citer. Bon, c'est à propos de Christine Taubira, qui à l'époque donc n'était pas l'actuel ministre de la Justice, et qui déclarait qu'il fallait pas évoquer la traite des Noirs en fait par les commerçants arabes, et qui accessoirement étaient musulmans, parce que, je cite, les jeunes arabes ne doivent pas porter sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des arabes. Oui. Bon. Et en fait, on s'étonne même qu'elle ose parler de méfaits, quoi. Mais en fait, dans cette citation, c'est que effectivement, si on donne pas la véritable histoire de ce qu'on appelle la traite négrière, avec le fait qu'il y a eu des populations, les Noirs ont été les premiers concernés puisque c'était des prises de guerre. Il faut savoir que l'esclavage existe encore aujourd'hui, même s'il est officiellement interdit, par exemple en Mauritanie ou dans d'autres pays d'Afrique. D'ailleurs, les propriétaires, en fait, sont des Touaregs, et les esclaves en Mauritanie sont des Peuls. Il suffit de se référer à Bernard Lugan ou des choses comme ça. Tout le poids de cette espèce de traite, effectivement, à ce moment-là, repose exclusivement sur les Blancs. Oui. Et comment vous expliquez cette volonté, en fait, de falsifier l'histoire? Qui y a-t-il derrière? Quelle est cette volonté? Est-ce que c'est un phénomène conscient? Est-ce que c'est provoqué par la décolonisation? Ou est-ce qu'il y a une idéologie à l'œuvre derrière avec des... L'idéologie, c'est... il faudrait plus d'une émission pour revenir sur tout cela. Pour moi, c'est simple, c'est qu'on veut transformer l'Europe en tour de Babel. C'est fait de manière consciente. On n'a pas envie que les Européens retrouvent leur identité, donc on leur coupe leurs racines. Donc pour cela, on va utiliser la meilleure arme, on va dire psychologique, c'est-à-dire la culpabilisation permanente, la culpabilisation sidérante même, puisque il suffit d'ouvrir sa télévision, même sa radio, pour entendre toujours la même chose, quoi. Les Blancs sont responsables de la colonisation, les Blancs sont pratiquement responsables de tous les méfaits dans le monde. Et ça entraîne une culpabilisation des peuples européens qui arrivent à une détestation de soi, donc l'ethnomasochisme, et ça entraîne aussi une détestation des Européens par les populations extra-européennes, qui ont envie après par la suite de se venger, quoi. Le nombre de fois que j'ai entendu dans ma vie, vous avez colonisé l'Europe, vous avez colonisé l'Algérie, c'est à nous de vous coloniser, je crois que je pourrais le compter au moins une centaine de fois. Donc ils ont aussi cette idée qui est de venir pour se venger. Mais je mettrais un gros bémol, c'est que cette idée de vengeance, cette idée de haine, elle se trouve pas dans les cultures afro-maghrébines, elle se trouve dans la culture occidentale. C'est l'éducation nationale, et je le répète et je le répéterai, c'est l'éducation nationale et les médias qui leur apprennent à haïr la France et les Français de souche. Oui, sujets qui sont régulièrement débattus à Radio Courtoisie, comme les programmes d'histoire, où on apprend la vie des civilisations africaines, où on n'apprend plus Napoléon ou l'histoire de Louis XIV, ce genre de phénomène. On a un spécialiste à côté de nous. Spécialiste, un grand mot, mais effectivement, c'est vrai qu'on voit que, par exemple, en classe de 5e, on va nous bassiner sur les empires africains, l'empire du Mali. Je sais pas le mot, est-ce que le mot convient vraiment? On n'est pas du tout sûr. Alors que des pans entiers du programme concernant l'histoire de France et l'histoire européenne ont été tout simplement évacués. On a corrompu déjà la continuité.
Bon, ça, ce n'est pas nouveau, hein, avec l'influence de la nouvelle histoire, la grande histoire, donc c'est déjà, ça date de plusieurs décennies, mais là, effectivement, le phénomène est engagé. Donc, vous qui êtes, qui connaissez bien les questions quand même, je dirais, d'éducation nationale, Pascal, est-ce que vous, par des enseignants que vous avez pu rencontrer ou des choses comme ça, est-ce que vous constatez, dans l'éducation nationale, dans les classes, je dirais, dans les collèges, dans les lycées, etc., sinon une haine anti-blanche, du moins des clivages qui vont en s'accentuant? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est extrêmement instructif, je le dis souvent à des amis, c'est observer une cour de récréation ou les élèves dans les couloirs, de voir les regroupements naturels qui s'y font. Effectivement, des regroupements naturels se font au niveau des élèves d'origine non européenne. Ça, c'est évident. Et même, par exemple, dans les ethnies dites noires, on voit une différence entre les Antillais et puis les immigrés d'origine africaine, originaires d'Afrique subsaharienne. Alors qu'il n'y a pratiquement pas du tout ce réflexe chez les populations de souche européenne, quand ce n'est pas des petits Européens qui cherchent à intégrer les groupes halogènes, quoi, les groupes extra-européens, d'une part. Pour rebondir un peu sur votre question aussi, je dirais qu'on peut remarquer au niveau là du corps enseignant un esprit moutonnier et totalement acritique. Et effectivement, quand on voit que cette vulgate de la repentance se décline, mais au niveau de toutes les disciplines. Hein, quand on voit le choix d'un ouvrage fait par un prof de français, ou même des thématiques faites par des professeurs d'anglais, ou même on pourrait aller jusqu'à l'extrême limite dans un cours de sciences physiques ou de sciences naturelles, on voit très bien l'imprégnation qui domine. Donc notre invité a tout à fait raison, il y a une politique de bourrage de crâne, de sidération, de décérébration qui est faite de manière sciemment décidée, et ce n'est pas un phénomène nouveau. Donc on a déjà une bonne partie du corps enseignant qui est imprégné de cette vision, bon, donc il le fait naturellement, sans contrainte. Et puis après, on a aussi une partie qui est moutonnière et qui va appliquer le doigt sur la couture, les consignes du ministère et des programmes en vigueur. Donc c'est vrai que l'éducation nationale, avec bien sûr après d'autres vecteurs comme les médias, comme l'air du temps en quelque sorte, toute cette atmosphère dans laquelle on baigne, contribue de manière décisive à ce phénomène. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de citations, beaucoup de statistiques, ce genre de choses. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Est-ce que le problème de la haine anti-blanche, que je pense que de nombreux auditeurs de Radio Courtoisie ont pu constater en se faisant injurier dans le métro, agressé, etc., où il y et connotations racialistes, il y a pareil, sale blanc, puis toute une série de mots codés, fromage blanc... ce genre de choses. Il y a ce mot-là qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous pensez que ça vient à la fois... Est-ce que ça vient plutôt d'un maintien d'une forte identité ethnique, culturelle, raciale, enfin tout ce qu'on voudra, de part de populations extra-européennes, ou est-ce que ça provient plutôt du fait de la culpabilisation et de l'absence de notions, effectivement, vous disiez dans les cours, on voit bien, mais c'est pareil dans les prisons. Les prisons, on dit toujours que c'est le seul endroit où on voit la séparation des races se fait en prison, parce que sinon il y aurait des meurtres tous les jours et des tabassages, etc. C'est le seul endroit où, en fait, on est dans l'illégalité, où il n'y a pas de mélange qui s'opère. Faute de quoi, il y aurait une explosion. Est-ce que ça vient donc d'une forte identité des populations extra-européennes qui n'ont pas été intégrées dans le système classique républicain, français, etc. Ou est-ce que ça vient d'une disparition, peut-être les deux phénomènes se conjuguent, d'une disparition de l'identité blanche? Ouais, c'est les deux phénomènes se conjuguent. Je serais un peu en désaccord avec cette idée de forte identité, puisque les agresseurs, la plupart du temps, ils ont plus d'identité, justement. Et ils se reconstruisent une identité de substitution en allant puiser justement dans la sous-culture américaine, en s'imaginant être des gangs de blacks. Ça veut rien dire être un black. Notre invité précédent, voilà. Ouais, ils s'habillent en survêt, ils se mettent des gros pendentifs de l'Afrique, mais en fin de compte, ils n'ont plus rien à voir avec eux. Ils s'imaginent juste des gangs américains, haïssant la France.
et les Français, puisqu'on leur apprend dans ces chansons à haïr la France et les Français. Je crois que le problème, c'est pas... On pourrait revenir, c'est un autre sujet, mais sur le niveau de la liberté d'expression, elle va dans un sens. Vous pouvez être un chanteur et chanter la haine de la France. On le voit aussi du côté des rockers à midinette, ce que j'appelle des rockers à midinette, comme Benabar, Saez et tout le reste. On peut chanter la haine de la France en disant, bon bah voilà, on va siffler la Marseillaise ou quoi que ce soit. Puis on le voit avec les rappeurs surtestéronés qui vont venir chanter la haine des Blancs et la haine de ce pays. Mais par contre, on verra jamais un chanteur chanter l'amour de la France. Et c'est même interdit parce que c'est ce que nous disait notre autre invité. Il y a un extrait de Pascal Nègre, le président d'Universal, qui est la plus grande compagnie. Qui était l'ancien patron de l'Universal Music. Avant, enfin, qui joue un rôle essentiel dans la production musicale en France. Bah, faut regarder son. Il était chez Naïve. Il était partout. Il est partout. Il faut regarder sa biographie. C'est un des hommes clés de la. Il le dit. On peut chanter la révolte des banlieues, on peut chanter la haine de la France, mais par contre, il y a une chose que je ferai jamais, c'est-à-dire que je ne produirai jamais des articles des auteurs d'extrême droite. En fin de compte, des auteurs d'extrême droite, c'est juste des gens qui aiment la France, pour lui. Et il le dit, il le dit clairement, il dit c'est pour moi des choix politiques. Il y a derrière tout ça un choix politique. Oui, on le voit avec l'épisode, c'est Nolwenn, c'est ça ? Oui, Nolwenn Leroy, qui en fait je sais pas, je vous avoue, je suis pas ce genre de choses, mais enfin, c'est bretonne. C'était une chanson sur la Bretagne. Elle a fait un album entier. Elle a fait un album et on l'a traité de l'eupéniste. Donc ça allait déjà beaucoup trop loin. Ça va déjà trop loin, oui. Ça, c'est clair pour eux, ça va déjà trop loin. Chanter l'amour de son pays, de son terroir et de sa culture, ça va déjà trop loin. On a déjà passé la ligne jaune depuis longtemps. Et si un artiste se permet de le refaire, je crois qu'il y aura censure. Clairement. Alors, il y a beaucoup de données statistiques, effectivement, vous parlez des viols, mais vous parlez de les violences classiques. Oui. Bon. Mais il y a tout ce côté, vous en rapportez un certain nombre d'exemples, bon, je dirais que vous pouvez pas tous les citer, parce que, ou même en citer même une section, parce que votre ouvrage ferait 2000 pages. Bon. Mais c'est cette espèce de haine quotidienne. Ouais, c'est la haine au quotidien, oui. Chronique d'une haine qui n'existe pas, ouais. C'est la haine au quotidien. C'est-à-dire une terreur dont sont victimes souvent les petits blancs qui vivent dans les quartiers d'immigration. Ouais. Les insultes, le plus souvent, les coups, et puis ça peut aller jusqu'à voitures brûlées, et puis d'autres phénomènes que j'aurais pu évoquer dans mon livre, qui sont les personnes âgées qui se font arracher leur sac. Les personnes âgées qui se font arracher leur sac vont s'attaquer à elles parce qu'elles sont pas plus riches que les autres la plupart du temps, même elles habitent dans ces banlieues d'immigration, elles ont de petites retraites, donc pourquoi s'attaquer à elles? Parce que elles ont moins d'argent que les autres. Si on est un voleur, pourquoi s'attaquer à elles? On sait très bien, en fin de compte je le sais, c'est que on s'attaque à elles parce qu'elles sont françaises de souche. Donc on compte plus les nombres de victimes qui sont mortes ou qui ont le bassin fracturé, ça c'est sûr. Oui. Alors vous citez, il y a aussi quand même une énorme complicité des médias. Ah oui, une énorme complicité des médias, c'est que pendant 30 ans, ils n'ont pas eu le droit d'évoquer ce sujet. Et je pense que ils ne l'évoquent pas non plus. Je dirais par exemple dans un exemple récent, là les deux policiers qui ont été tués sur le périphérique et un autre qui a été très grièvement blessé par une voiture qui était conduite par quelqu'un qui a été hormis le Parisien, vous pouviez prendre, j'ai vérifié, Le Figaro, Le Monde, Libération, la quasi-totalité, les radios, les télévisions, etc. La seule chose qu'on a dit, c'est que la personne conduisait sans permis, avait de l'alcool dans le sang. Il a pratiquement jamais été précisé, parce que ça aurait été déjà trop précis, d'indiquer qu'il avait été condamné à plusieurs fois pour trafic de drogue. Bon, et évidemment, les noms n'ont pas été donnés. Il y en avait un qui était un nom à consonance arabe, et c'était quelqu'un d'origine maghrébine, je sais pas de quelle génération. Et l'autre, il était d'origine africaine, vu son prénom et son nom. Oui. Bon, or ça n'est... Et maintenant, il y a eu... on ne cite plus jamais les noms. Oui. C'est comme j'ai vu dernièrement, enfin, je crois que c'était aujourd'hui dans Libération, il y avait un épisode, je sais pas, un meurtre à Marseille, etc. Évidemment, le nom de la personne n'était pas précisé. Il fallait étudier le contexte pour voir qu'en fait, c'était un règlement entre bandes. Oui. Et il y a vraiment une idée de un déni extraordinaire de la réalité, puisqu'on ne dit plus... on a eu ce fameux épisode dans Libération,
qui avait été cité au bulletin de réinformation de Radio Courtoisie, où un délinquant qui avait un prénom arabe, Mohamed, ou je sais pas où Ahmed, avait été transformé en Vladimir. Ouais. Donc là, on avait l'inversion totale. Parce que ce monsieur s'amusait à balancer des lasers dans les yeux des pilotes d'avion, c'est ça. C'est ça. Bon. Mais c'est même plus, c'est plus du déni. Là, on est dans le mensonge, c'est du camouflage. Là, on est dans l'idée qu'il faut jamais remettre le sacro-saint vivre ensemble. Il faut pas le remettre en question. Les journalistes sont là, c'est juste des chiens de garde pour empêcher de remettre en question ce sacro-saint vivre ensemble. C'est-à-dire, en fin de compte, on appelle vivre ensemble, diversité, c'est la transformation de l'Europe en société multiraciale. Alors, on a un certain nombre de messages, enfin, on a beaucoup de messages. Alors, je vais en lire quelques-uns. La LICRA, devant la montée de l'antisémitisme chez les immigrés, veut récupérer à son profit le racisme anti-blanc qui masquera l'antisémitisme. Ne tombez pas dans le panneau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'après votre invité, qui organise cette haine ethnique ? Alors on en a un petit peu parlé, on dirait plutôt qu'il y a une espèce de complicité généralisée, de non-dit. Pour moi, il n'y a pas de chef d'orchestre. Non, ça c'est clair, non, il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas de complot, quoi que ce soit derrière tout ça. Moi, c'est ce que j'appelle le système à tuer les peuples. Je reprends le concept de Guillaume Fay. Voilà, justement, quelqu'un nous disait que Guillaume Fay avait publié 2 ouvrages sur l'immigration qui est Avant-guerre, chronique d'un cataclysme annoncé et la colonisation de l'Europe. Colonisation de l'Europe, oui. Et justement, moi, l'idée que j'ai reprise, c'est le concept du système à tuer les peuples, c'est l'alliance entre les intérêts de la classe politique et de la haute finance, qui ont tout intérêt à couper les hommes de leurs racines en les transformant en population sans identité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Pascal, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que notre intervenant précédemment qui parlait du rap, du phénomène du rap, etc. Bon, en fait, se retrouve exactement sur la même position. Mais on se rend compte qu'il y a ce phénomène de la mondialisation financière, qui a ce système à tuer les peuples, qui finalement, toute personne qui réfléchit, qui se comporte, comme il disait, d'une manière honnête, les honnêtes gens, aboutit à cette conclusion à laquelle on n'aboutissait pas du tout il y a une dizaine d'années. L'objectif, c'est de créer un consommateur amorphe, décérébré et docile. Donc, un des moyens les plus efficaces pour y arriver, c'est de détruire, de fragmenter des peuples enracinés, parce que être enraciné, avoir une identité, avoir des repères, avoir une identité qui se décline sainement et naturellement, c'est pouvoir faire preuve d'esprit critique. C'est pouvoir dire stop à l'ultra-consumérisme, c'est pouvoir trouver en fin de compte un sens à sa vie, une véritable quête du bonheur au sens noble du terme, au-delà de l'accumulation sans cesse effrénée d'objets, c'est tout. Donc de manière délibérée, l'hyperclasse mondialisée, les oligarchies transnationales, économico-financières qui nous dirigent à travers ce vaste processus de globalisation, pratique cette politique sciemment. Après, elle se décline de différentes manières, à travers de différentes manières, à travers des différents aspects justement de cette domination. Mais vous avez justement, je crois, repris ce concept visionnaire de Guillaume Fay, ce système. On est dans un système à tuer les peuples. Voilà, qui véritablement tue les peuples. Donc, ne pas oublier que en amont, il y a ce phénomène-là. Qu'ensuite, bien sûr, ce phénomène, ces réalités peuvent faire l'objet d'instrumentalisation. Là, on peut revenir aussi au test d'Éric Werner sur ce chaos qui est organisé, c'est cette limite du chaotique qui est organisé aussi par le système. Le système ne subit pas l'insécurité, ne subit pas. Il organise de manière à faire en sorte qu'il soit l'ultime recours d'une population qui est apeurée, d'une population qui est sans repère, face à un danger aussi que l'on nous présente aussi des fois d'une certaine manière, quoi. Donc on est le destin de nos sociétés multiraciales et multiracistes, c'est en fin de compte l'insécurité généralisée et surtout des systèmes sécuritaires, avec le système de surveillance, le fameux panoptique qui avait été mis en avant jadis et sur lequel beaucoup de philosophes ont réussi. Donc effectivement, oui, je crois que nos deux invités se complètent totalement. On est dans la réalité de certains phénomènes qui participent
d'une même volonté du système de tuer l'ensemble des peuples, de tuer les ressorts de résistance face au règne de la consommation et de l'ultralibéralisme de produits. En fin de compte, ceci implique d'autre part d'avoir une attitude véritablement radicale et de proposer un véritable recours, une véritable nouvelle anthropologie, quoi. Oui. Sortir de ce système, quoi. C'est l'objectif, en fin de compte, fondamental. Nouvelle alternative, oui. L'alternative identitaire. Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Résistance française de Radio Courtoisie et je reçois ce soir Gérald Pichon pour un ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle Salle Blanc, chronique d'une haine qui n'existe pas, qu'il signera samedi 9 mars à la librairie Fecta, qui est 4 rue de Clichy, Paris 9e, donc samedi qui vient, de 14h30 à 18h. Alors, on a un certain nombre de messages. Je félicite vos invités, en particulier pour les remarques sur l'enseignement. Les regroupements éthiques sont constatés dans les meilleurs établissements d'enseignement, et c'est souligné, la personne doit être sans doute enseignant. Alors, message un peu étrange, Manuel Valls et les socialistes sont très faibles vis-à-vis du racisme anti-blanc. Je pense que je vais laisser parler M. Pichon, mais je pense que les rodomontades de M. Manuel Valls et des socialistes, je voudrais savoir lesquels, en tout cas pas Mme Taubira, je ne pense pas qu'ils soient très fermes vis-à-vis du racisme anti-blanc. Ouais. Je ne pense pas qu'il l'ait encore dénoncé à la tribune du Parti Socialiste. Ah non, puis je pense pas que ça puisse arriver bientôt, mais c'est Manuel Valls qui demandait, je crois, plus de white dans Ivory, dans une émission. Oui, il fallait. C'était une petite vidéo, effectivement, qui a été diffusée d'ailleurs sur F de Souche, où effectivement il était suivi. Et alors, effectivement, c'était à Évry, oui. Et où il était vraiment entouré exclusivement pendant la campagne électorale. Il était pratiquement à 90%. Il était entouré de populations non blanches. On peut citer peut-être des Antillais, peut-être des Maghrébins, des Arabes, des Noirs, etc. Et il disait, oui, il faudrait, et c'est la remarque là où on voit effectivement que le vernis craque. Il disait, vous avez tout à fait raison de le dire, Monsieur Pichon, il disait, il faudrait quelques whites et quelques blancos. Pour blanchir l'opération, en fait. Pour avoir un peu plus de diversité, parce que dans ces quartiers-là, c'est nous la diversité. Et donc, c'était l'aveu du ministre de l'Intérieur, dont un auditeur que je respecte nous dit qu'effectivement, il est particulièrement... Je suppose que c'est lui. Je reviendrai sur mes propos, puisqu'il y a une sénatrice du Parti Socialiste, de centre-gauche plutôt, qui n'est pas du Parti Socialiste, qui a dernièrement dénoncé les textes de rap haineux à l'encontre de la France, des textes de rap qui ont plus de 10 ans. Et dont la liste qui a été diffusée après sur Internet était à l'origine les jeunesses identitaires. Et donc elle a repris ce thème justement pour demander plus de sévérité à l'encontre de ces messages et demander justement la réduction de nos libertés, la liberté d'expression. On en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'on organise le chaos pour empêcher la liberté, pour réduire la liberté des populations. Alors, on a un psychosociologue qui nous écrit en nous disant que la colonisation et l'immigration sont l'ombre de la colonisation, comme le sac et le ressac de la mer. Oui. Et qu'aujourd'hui, la prise de conscience des peuples européens est simplement à prendre à la lumière de l'ombre précitée. On comprendra que ce comportement n'est pas surprenant, ce sont des regroupements tribaux ou claniques. Bon, effectivement, on peut penser peut-être au Camp des Saints, ouvrage assez visionnaire de Jean Raspail, justement, où on voyait cette arrivée de peuples une immigration très importante de peuples non européens. Enfin, en l'occurrence, c'était des Indiens. Mais je rappelle, parce qu'on a rarement l'occasion de le dire, et je pense que de nombreux auditeurs ne le savent pas, et je crois que Jean Raspail ne l'a pas écrit, y compris dans la réédition du Camp des Saints. En fait, à l'origine, son ouvrage, c'était les bateaux qui arrivaient, les navires rouillés qui arrivaient pour s'échouer sur les plages de Méditerranée, venaient en fait d'Afrique du Nord, venaient d'Algérie, et comme il savait que son livre serait interdit, il les a fait venir, mais
c'est complètement ridicule parce que c'est à l'encontre de toute logique. Ce sont des bateaux rouillés qui arrivent d'Inde. Donc on se demande par où ils sont passés, s'ils sont passés par le canal de Suez, ou ils sont passés par le détroit de Gibraltar. Mais il suffit de réfléchir pour comprendre que si des populations prenaient des cargos, des bateaux rouillés, c'est pas des populations qui viendraient d'Inde. Non. Mais c'était une argutie pour essayer d'échapper aux censeurs Au foudre du politiquement de correct. l'époque, quoi. Mais est-ce que vous pensez qu'effectivement on va vers des regroupements, je dirais, tribaux ou... Est-ce qu'on constate ce phénomène? Ah oui, on constate ce phénomène, mais je vais mettre les pieds dans le plat, on constate même des regroupements raciaux. Et même vis-à-vis des Français de souche, le sociologue Christophe Gully en parle, c'est-à-dire qu'on voit les... de gauche, d'ailleurs. Oui, sociologue de gauche peut-être, mais géographe de gauche. Mais... Personnage très intéressant. Très intéressant, oui. Apprécié aussi bien, on pourrait dire, que au Front National que par la gauche populaire. Personnage qui s'intéresse réellement sur le fait, qui s'est beaucoup intéressé au phénomène des espèces de ces Français de souche qui ont voté avec leurs pieds en allant s'installer plus loin. Ouais, qui ont vécu dans les banlieues de l'immigration des années 80-90, qui ont vécu cette haine du blanc au quotidien et qui préfèrent maintenant vivre loin des villes, même s'ils doivent payer beaucoup plus d'essence, même s'ils ont plus de temps à passer dans les transports en commun ou dans leur voiture, même s'ils ont moins d'administration, mais au moins ils sont entre eux. Et le plus important pour eux, c'est de gagner la sécurité, la fin de la terreur et de vivre entre soi. Oui, phénomène qu'on voit un peu, par exemple, dans certains États américains où il y a qui sont ethniquement homogènes. Tous les États de l'intérieur du Middle West américain ont des populations étrangères extrêmement faibles. Et, oui, aux États du Nord, comme le Montana, le Wyoming, Dakota du Nord. Oui, effectivement. Après, il y a le phénomène des communautés fermées, hein, mais là, ça dépend aussi du niveau de alors, on a plusieurs interventions on a plusieurs messages justement sur le fait que toutes les populations extra-européennes ne sont pas dans la même position et que, a priori, on ne constate pas de racisme anti-blanc de la part des populations asiatiques. Non, on constate pas de racisme. On a plusieurs choses là-dessus. Et d'ailleurs, on a un message d'un auditeur qui nous dit « Nous avons de gros problèmes en France avec un irrespect total. » On peut même dire une absence totale de respect, ce qui est curieux d'ailleurs. Ce genre de mot, c'est le phénomène de l'inversion des mots qui a été décrit par exemple par Jean-Yves Le Gallou, où des gens disent « Ah oui, mais respect, alors que ce sont des gens d'ailleurs qui commenceraient... S'ils étaient respectables, on aurait du respect pour eux. Oui. C'est l'inversion totale du mot. Et il nous dit, pour avoir beaucoup voyagé en Chine, les Chinois ne permettraient jamais ce genre de critique vis-à-vis d'eux-mêmes, de leur État. Oui. Bon. Et donc, effectivement, on a plusieurs questions vous n'avez pas constitué enfin, je sais pas, dans vos recherches, les recherches statistiques, etc., de haine anti-blanc venant des populations asiatiques. Non, j'ai pas eu c'est des populations extrêmement communautaires, donc c'est difficile. Je pense que ça les. Mais il y a une certaine fierté d'être chinois ou d'être d'origine chinoise chez eux, et ça, même s'ils ne détestent pas la France, je pense pas qu'il y a un grand amour aussi de leur part. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a maintenant, avec la communautarisation de la France, il y a tellement de communautés en France, même surtout à Paris, qu'on arrive à des affrontements intercommunautaires comme on a pu le voir à Belleville entre personnes asiatiques et personnes afro-maghrébines, et les Blancs sont totalement exclus de ces affrontements, et justement avec des populations qui n'ont pas ce virus, ce poison de la mauvaise conscience occidentale, qui se regroupent et qui sont solidaires entre elles, et on se retrouve avec des véritables situations de pré-guerre civile sur des bases raciales. Hein. Alors Pascal, on va lire quelques messages. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Nous recevons ce soir Gérald Pichon pour son ouvrage Salle Blanc, Grogne d'une haine qui n'existe pas, qu'il signera samedi 9 mars à la librairie Facta de 14h30 à 18h. La librairie se trouve 4 rue de Clichy, Paris 9e. Alors je précise d'ailleurs pour les auditeurs, l'ouvrage coûte 12 €. Pascal. Voilà. Pouvez-vous rappeler l'agression d'un jeune blanc d'une vingtaine d'années par plusieurs immigrés dans un bus ? Le scandale a été
dans la presse au gouvernement, non pas que l'on a agressé les jeunes blancs, mais que la vidéo fut mise sur Internet par des policiers. Oui, d'ailleurs, le policier qui l'a mis sur son site Facebook, qui a été, je crois, mis à pied de la police. Et le deuxième scandale, entre guillemets, c'est que la victime, à l'inverse des internautes et des personnes qui ont vu la vidéo, n'a pas entendu et n'a pas vu un acte de racisme anti-blanc. Pour elle, C'était un étudiant de l'Institut d'études politiques de Sciences Po, notre ami Ritchie. Ouais. Bon, et il y a peut-être de cause à effet. Oui, je pense qu'il voulait sauvegarder sa future carrière. Oui. Donc il a eu un discours plus que consensuel. Mais c'est extraordinaire. On va le rappeler, ça avait heurté beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui se fait littéralement frapper, lyncher, insulter de sale français. Le groupe remonte dans le bus, le refrappe, etc. Et tu dis non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. C'est absolument. C'est là où on voit cette espèce ethnomasochisme. Tu n'expliques jamais. Ouais, non, là, lui, il est en plein. Il a cet ethnomasochisme en lui. Ouais, ça, c'est sûr. Il est à craindre que ce ne soit pas un cas isolé, surtout. C'est ça qui est inquiétant. C'est pas un cas isolé. Ouais. Alors, témoignage aussi d'une auditrice, j'ai 84 ans, quand je monte à l'autobus, plein, qui se lève pour me laisser sa place, un Africain qui me dit « Viens t'asseoir maman », et je réponds « Merci mon garçon ». Oui, voilà. C'est bien. Donc, c'est bien. Alors, il n'y a pas de... Je crois que ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des gens bien élevés. Oui, des gens bien élevés, ça partout. Ça arrive toujours. Oui, souvent, c'est les premières générations, très fréquemment, quoi. Il n'y a pas de complot, dites-vous, mais à partir du moment où il y a des personnes propriétaires d'empires médiatiques de même origine ou de même idéologie ou de même confession, les choses vont s'en dire. Oui, mais elles ne cachent pas leur politique, elles ne cachent pas leurs idées politiques et l'orientation de leur politique. Donc c'est juste à nous de découvrir et à diffuser leurs idées. Hein. C'est pas compliqué non plus. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait de complot avec des secrets. Pascal Nègre, justement le directeur d'Universal, quand il explique qu'il ne prendra jamais des artistes d'extrême droite, mais qui va faire la promotion de rappeurs qui appellent à la haine, il le dit explicitement. Hein. Exactement comme quand vous aviez Anne Lauvergeon, qui était donc la patronne d'Areva, qui était classée parmi les 10 femmes ou les 5 femmes les plus puissantes du monde, qui est encore une grande entreprise française, qui expliquait qu'à diplôme égal, enfin à niveau égal, entre une personne extra-européenne et un Français de souche, elle prendrait l'extra-européen. Oui, ça c'est sûr, c'est la discrimination. Et qu'en plus, elle expliquait que il fallait se débarrasser de la théorie du mâle blanc hétérosexuel. Mais c'est pas la seule, hein. Il y a aussi le président de LCI, le président de L'Oréal qui ont expliqué la même chose, quoi, qu'ils pratiquaient la discrimination positive. Discrimination positive que j'ai intégrée dans le livre, qui est pas de la haine anti-blanche, puisque la plupart des dirigeants et même la quasi-totalité des dirigeants sont blancs, mais qui est ce qu'on peut appeler une forme de haine du peuple français, puisque là on en revient toujours à peu près à la même chose, c'est-à-dire à cet nomagisme. Il y a ce que j'explique dans mon livre, c'est que la haine anti-blanche c'est d'abord et avant tout un problème de blanc, et que sans la volonté de nos dirigeants de transformer la France en société multiraciale, donc multiraciste, sans la volonté de mettre à mort le peuple français, les Français de souche, on n'en serait pas arrivé là. Oui, l'intégration peut se produire, c'est produit durant les siècles précédents sans trop de problèmes, mais là c'est on intègre des personnes, là on devrait intégrer des peuples. Je crois que la démographe Michel Tribala l'a bien expliqué, là, je crois qu'on a entre 6 et 10 millions de personnes qui sont de culture extra-européenne. Là on n'est plus dans l'intégration de population limitée, mais de l'intégration carrément de peuples. Et là, ça sera vraiment la difficulté. Ou d'un processus de grand remplacement, pour reprendre le terme de Renaud Camus. Ouais. Et le grand remplacement appelle le grand réveil des Européens. Alors, je rappelle, vous êtes à l'écoute du libre journal de la résistance française de Radio Courtoisie. Je reçois ce soir Gérald Pichon pour son ouvrage « Salle blanc, chronique d'une haine qui n'existe pas ». Avant qu'on se quitte, je voudrais que vous disiez, est-ce qu'on a des exemples en justice où ce racisme anti-blanc a été reconnu, ou est-ce qu'on n'en a pas d'exemple connu ? Si, on a des exemples connus en justice où la haine anti-blanche a été reconnue, mais c'est des exemples qui sont
qui sont pratiquement anonymes. Je lisais un livre de La Griffe, justement, où il revenait sur ces faits, en expliquant que plusieurs contrôleurs de la RATP avaient été insultés de sale français, sale blanc, sale babtou et toutes les insultes qui vont avec. Et ils ont été condamnés. Pour les auditeurs, il faut savoir que c'est franc, c'est l'inverse de français, et babtou, c'est ça veut tout dire bab. blanc, ouais. C'est tout bab. Il y a plein d'insultes, tout ça, le fromage blanc. Et dans les années 90, et les contrôleurs, avec l'aide de La Griffe, ont obtenu gain de cause. Et dernièrement, Gilbert Collard du Front National, qui est aussi avocat, a essayé de déposer plainte puisqu'il intervenait pour une joueuse de football qui avait été insultée de sale française, sale blanche. Il n'a pas pu déposer plainte puisque la police a refusé sa plainte. Oui, là, on en reste la bouche bée. Parce que alors, est-ce que vous pensez qu'on s'oriente vers un changement ou pas du tout sur cette notion? Sur le racisme Est-ce que vous anti-blanc, pensez que tout sera fait actuellement par le ministre de la Justice, par Madame Taubira, pour que ce problème n'apparaisse pas? Ou est-ce qu'il y a une possibilité que cette question finisse quand même un jour par être abordée, puisque je pense que nombre d'auditeurs de Radio Courtoisie l'ont sans doute ressenti eux-mêmes, si ce n'est pas physiquement, au moins moralement ou en parole. Mais je pense que est-ce qu'un jour, cette question finira par être abordée, ou est-ce que c'est sans espoir? Je pense je parle de l'UMPS. Oui. Bah, le verrou sur la haine anti-blanche a sauté en 2006. On peut voir aussi qu'il a sauté en 2012. Là, on est passé dans un autre stade, dans une autre phase. C'est que là, on est dans une tentative de récupération par l'UMPS, on va dire, puisqu'on se souvient tous des déclarations de Jean-François Copé sur la haine, sur le racisme anti-blanc. Je crois qu'ils c'est l'histoire ridicule du pain au chocolat. Et puis, du pain au chocolat. Et puis c'est aussi dans son livre où il expliquait qu'il existait un racisme anti-blanc. Enfin, j'explique que c'est je l'ai raconté dans Fait Documents, c'est complètement ridicule, oui, c'est faux. histoire, puisque le ramadan, c'était pendant l'été. Voilà, le ramadan se produisait pendant l'été, à l'époque où les écoles sont fermées. Donc, c'est un mensonge. Voilà, c'est un mensonge. Ça a été inventé par Copé dans un but purement électoraliste, et ça correspondait pas à une réalité, ça n'en est que plus grave. Oui, je pense que le système Tuer les peuples va emmener l'existence de la haine anti-blanche dans une voie de garage, avec premièrement l'idée, puisqu'on ne peut plus le nier, la réalité à rattraper la population, à rattraper on va dire l'intelligentsia, on peut plus le nier. Donc ils vont essayer de mettre tout ça dans une voie de garage en disant, vous voyez, on en parle. Et la deuxième chose, c'est de faire émerger bientôt un interlocuteur politiquement correct avec le tampon, on va dire antiraciste entre guillemets, qui viendra nous parler du racisme anti-blanc en nous disant que ça existe, oui, mais moi la différence de cette tentative de récupération, c'est que je le martèle, c'est que les Blancs, actuellement, ce sont les principales victimes de la haine raciale en France et qu'on a choisi de mettre à mort les peuples européens. Alors, je vous remercie, Gérald Pichon. Donc, je recevais ce soir à l'antenne de Radio Courtoisie Gérald Pichon pour son ouvrage Sale blanc, chronique d'une haine qui n'existe pas, qui est préfacé par Pierre Sautarel. On peut dire que c'est le directeur idéologique du site F de Souche, donc c'est une référence de qualité. Et donc, Gérald Pichon signera cet ouvrage, donc Sale blanc, chronique d'une haine qui n'existe pas, à la librairie Facta, samedi 9 mars de 14h30 à 18h. La librairie Facta est 4 rue de Clichy, Paris 9e, métro Trinité, et j'espère que vous serez nombreux à vouloir venir parler avec cet auteur.